Parce que vous êtes en contact avec les enfants, bon, on le sait, vous savez, on les écoute. Je ne vais pas vous faire un cours de communication, vous êtes sûrement aussi calé que moi là-dessus. J'ai pris un aspect de l'écoute que je ne vois pas dans le brainstorming, et bien on va voir ça à la fin. Écoutez, les enfants, je me suis demandé pourquoi faire, quels sont vos objectifs. Bon, c'est un petit peu abordé, ça va être abordé cet après-midi. Les écouter, ça veut dire qu'ils parlent. Dans quelles circonstances et dans quel but un enfant parle-t-il? Comment s'exprime-t-il? Est-ce qu'il faut prendre ce que dit l'enfant pour parole d'évangile? Est-ce que la vérité sort toujours de la bouche des enfants? Hein? Je ne sais pas. Je vais prendre un exemple, on va partir d'un exemple qui vous concerne, qui est plus proche de vous que des enfants. Vous croisez une amie qui vous dit que ses soucis l'accablent, elle n'en peut plus, vous la trouvez mal, vous vous inquiétez, vous dites oh, comment elle va s'en sortir, il faut l'aider, c'est épouvantable. Vous appelez une autre copine, vous dites tu dois aller la voir cet après-midi, vas-y absolument, c'est une catastrophe, elle va mal, elle a besoin d'aide. La troisième y va, et puis vous rappelle le soir, on dit bon non, ça allait pas mal. Tu dramatises. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trouvé un espace d'écoute entre-temps. Elle a parlé. Et quand on parle, ça change. Je prends un exemple d'adulte parce que ça vous le vivez tout le temps. Vous savez très bien que quand on est très en colère, le fait de le dire, on dort mieux, on rumine moins. C'est vraiment bon, la base de la parole, surtout pour les enfants. Alors on va démarrer avec le premier niveau de langage de l'enfant, qui est le non-verbal. Je ne vous apprends rien, hein. L'enfant, il parle comme tout le monde, mais l'enfant encore plus, il parle avec son corps, avec son comportement. Un matin, vous voyez arriver un enfant odieux, désagréable, il asticote tout le monde, il embête ses voisins, ses copains, il donne des coups de pied, des gros mots. Vous êtes surpris, c'est inhabituel. C'est votre premier niveau d'écoute. Vous le voyez ça, vous l'observez. Ça, je sais que vous savez faire, hein. Je veux juste faire remarquer que c'est un premier niveau d'écoute. Bon, vous êtes bien avancé. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire devant ce comportement? Il y a des chances pour que vous lui disiez « Bon, arrête un peu d'embêter les autres, mais qu'est-ce que tu as ce matin ?» Il va vous regarder innocemment. « Ben, rien. » Vous l'avez tous vécu, ça, hein. Votre intervention risque même d'accentuer sa mauvaise humeur. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Je ne vous apprends rien, hein, vous le savez bien. Il ne se rend même pas compte. Je parle évidemment 6-8 ans là. Hein. Il cherche à attirer votre attention, ça vous le savez, et ça marche. Qu'est-ce qu'il faut écouter là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut relever? Ses bêtises ou son mal-être? Vous saurez très bien lui dire que vous avez entendu son mal-être. Oh là là, je vois que tu n'es pas content ce matin. Il y a quelque chose qui t'a énervé. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Vous savez ça, vous savez le faire. Et c'est ça qu'il faut faire. En entendant ça, l'enfant va se sentir mieux. Parce que, vous le dites, il a été entendu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça va plus loin. Vous allez l'entendre sans juger ni moraliser. Hein. Bah oui, t'es pas bien ce matin, je comprends, je vois que tu le manifestes, tu sais pas trop le dire. Alors justement, en lui disant, en lui traduisant, il va prendre conscience que son comportement exprime quelque chose. Et c'est là que vous allez apporter un deuxième niveau. Il n'y aura pas que l'écoute attentive qui va lui faire qu'il va aller mieux. Ça va aller plus loin. Il va apprendre lui-même à décrypter en parole son comportement. C'est vraiment un autre niveau. C'est évidemment le plus intéressant. Il va apprendre à décrypter et à parler comme vous savez le faire entre adultes. Derrière les mots, il y a son vécu. Et ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'il y a sa pensée. Et sa pensée, l'enfant, il a une pensée qui se cherche, qui s'exprime. Il n'a pas encore le premier niveau de ce que vous avez. Il n'a pas encore la capacité d'analyser ses sentiments. Il les vit, il ne le met pas à distance avec les mots.
en lui verbalisant, c'est ça que vous lui apprenez. C'est à mettre un peu de distance, à conscientiser, donc à grandir, hein, et donc à développer sa pensée. Là encore, quand l'émotion sera passée, hein, l'enfant peut-être, demain ou 15 jours après, vous dira pourquoi il était odieux, parce que ça va travailler dans sa tête. Et peut-être, pas à 6 ans, hein, mais un petit peu après, il va faire le lien entre ce qui lui a donné souci et ce qu'il a manifesté, et peut-être il vous le dira un jour. Mais probablement, enfin sûrement pas le jour même, hein, sûrement pas. Donc ce non-verbal, il est toujours présent pour tout le monde, mais avant 12 ans, donc, sur la tranche d'âge que vous avez, c'est vraiment, vraiment important, mais je pense que vous le savez. On va quitter le non-verbal, on va passer au verbal. Maman, t'es pas belle. Je t'aime pas. Un peu plus grand, ado, il vous dira, je vous déteste, je te déteste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas dire t'es pas belle. Ça ne veut pas dire je t'aime pas. Ça aussi, vous le savez bien. Une maman qui pleure à ce moment-là, ça, c'est la catastrophe. Hein. Vraiment. Ça existe, hein. Ça existe. Des mamans qui le prennent trop mal, comment il m'aime plus, c'est pas possible, quoi. Mais bien sûr que c'est pas possible. C'est pour ça que s'il le dit, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime donc autre chose. Mais qu'est-ce qu'il exprime? Ça, vous le savez, maman, je suis énervée, je suis pas content, tu m'as refusé les bonbons ou la piscine, enfin, peu importe. Donc c'est pour ça que le prendre au mot est catastrophique. Il faut absolument décrypter. Le prendre au mot, pour lui, c'est incompréhensible. Parce que ça lui fait croire que le sentiment qu'il a exprimé est définitif. Maman, je t'aime pas, lui, il sait très bien, c'est maintenant, à l'instant présent, sur une réaction. Mais si on pleure, ça veut dire que quand je t'aime pas pour la vie. Bon, c'est faux, bien sûr que c'est faux. Et il faut absolument qu'il apprenne à faire la différence. Je te déteste tout de suite, c'est dans le présent. Il découvre que les sentiments sont labiles, ça bouge, qu'il peut être en colère, et puis 5 minutes après de bonne humeur. Et ça le rassure, parce qu'il en conclut que chez vous aussi, il y a des jours où vous êtes très en colère, où il pourrait croire que vous ne l'aimez plus, mais il sait que c'est passager et que vous l'aimerez quand même toujours. Il faut qu'il le vive pour le comprendre, et c'est extrêmement rassurant, sécurisant. Spontanément, l'enfant, il parle, enfin tout le monde, hein, mais l'enfant plus, il parle émotionnel. C'est vraiment ça qu'il faut vous entendre. Il parle émotionnel. Il faut donc toujours aller au-delà de ces mots. Parce que le ressenti qu'il exprime, c'est le début, c'est le démarrage d'une pensée, de sa pensée. Je ne veux pas manger. Bon, c'est qu'il n'a pas faim, c'est la conclusion habituelle. C'est pas vrai, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le préoccupe. Et avant d'accepter qu'il ne mange pas, il peut être intéressant de lui exprimer, un peu comme tout à l'heure, que c'est son esprit qui est soucieux. Il y a plusieurs types de réponses. Ah, j'ai pas faim. Tout le monde le voit, ça aussi vous l'avez vécu. Bon, c'est pas grave, mon chéri, tu mangeras mieux ce soir. Bien, c'est bien, hein, c'est bien, c'est une bonne réaction, hein, je veux rien critiquer, mais il y a plusieurs niveaux. Ah, alors bon, moi je t'avais préparé ce que tu aimes. Alors c'était bien la peine. C'est comme ça que tu me remercies. Bon, moins bien, mais c'est pas catastrophique. Il faut bien qu'il se rende compte que aussi on cherche à lui faire plaisir et que lui il répond pas là-dedans. Hein. Et puis une autre réponse c'est qu'est-ce qui va pas? T'as pas faim? Qu'est-ce qu'il y a pas? T'as été contrarié? Bon. Ce qui peut l'aider à aller un petit peu plus loin, aller au-delà de ces mots. J'ai pas faim, c'est pas que j'ai pas faim, c'est que je suis nouée. Les ados, pour eux, le verbal, je suis dans le verbal, hein, dans ce que la personne exprime. Pour les ados, le verbal, évidemment, est très très important. Il reste très lié à ses émotions. Les émotions des ados étant démesurées, les mots le deviennent aussi. Ils créent des mots pour bien exprimer ce qu'ils ont à dire. Alors, hein, les superlatifs, les mots qu'ils inventent, leurs expressions sont souvent lapidaires, ambiguës, inutiles, et ça je déconseille de parler leur langage. Ils cherchent à se démarquer, alors c'est pas pour qu'on les copie, hein. On peut garder son langage, comprendre le leur, si on peut. Ils n'ont pas besoin qu'on soit complice.
Bon, ça c'était pour une petite spécialité, une petite aparté sur les ados. Ce que je veux faire remarquer, là où je veux arriver, c'est que s'exprimer, ça change la pensée. J'ai un autre exemple. Ah oui, hier un enfant, il rentre. Romain, c'est plus mon copain. Ça aussi, vous l'entendez. Hein. Et puis, le lendemain matin, il prépare un jeu et moi, je vais aller jouer avec Romain. Ah, je croyais que c'était plus ton copain. Ça, il y a droit à tous les coups. Eh bien non, il a dit que c'était plus son copain. Du coup, il a pris de la distance. Il s'est soulagé, il s'est déchargé. Du coup, il peut envisager de se réconcilier avec Romain. Vous savez bien que ça marche, ça. Ça marche. Et je dis ça pour illustrer le fait que d'exprimer une émotion, ça change la pensée. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'un enfant dit. Pareil pour nous, hein, mais bon. Encore plus avec les enfants parce qu'ils construisent leur pensée. Pour moi, ça, c'est... Et le mot pensée, il n'est pas là-dedans, dans le brainstorming. Écouter, c'est aider à penser. Parler, c'est penser. Vous savez bien, d'ailleurs, pour développer des idées, on vous invite à en parler, à écrire, enfin bon, à trouver d'autres modes d'expression pour développer sa pensée. Et c'est vraiment, moi, je trouve que chez l'enfant, là où vous n'avez rien à lui apprendre, il y a l'école... Vous êtes vraiment là, vous pouvez vraiment écouter dans toute cette intensité. Et je trouve ça chouette comme tout. Donc une pensée exprimée n'est plus valable, elle a déjà évolué. Plus l'enfant exprime une inquiétude, enfin un sentiment, alors je parle du négatif, mais pour le positif aussi, plus il exprime, plus il est écouté, plus il la supporte. C'est comme s'il s'en débarrasse d'une partie, il vous la confie. Donc la pensée se développe avec et par le langage. Et elle se construit chez l'enfant sous nos yeux. Et quand je dis pensée, ça veut dire intelligence, hein, ça veut dire esprit critique, ça veut dire opinion, mon avis. Et c'est sous nos yeux que l'enfant se développe et que sa pensée est en pleine expérimentation, se construit. C'est absolument passionnant, hein. Quand on a une espèce de ce regard, cette écoute, sans se dire qu'est-ce que je réponds. Ça, il n'y a pas besoin, quoi. Déjà, il parle. Il parle, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Là, il faut qu'on y revienne, parce que il est dans les apprentissages, il est dans le formatage. À l'école, il n'est pas très libre, hein. S'il y a une question, il cherche toujours qu'est-ce qu'on attend qu'il dise, qu'est-ce qu'on attend de lui. La réponse, c'est pas lui qui l'a, c'est l'adulte. C'est très net, hein. On ne lui apprend pas vraiment à penser. Vous êtes dans cette position, vous pouvez leur apprendre à penser, parce que vous n'attendez pas de résultat vraiment. Donc quand un enfant pose une question ou affirme quelque chose, je trouve extrêmement intéressant de lui dire, de ne pas répondre, de dire qu'est-ce que tu en penses. Et vous allez voir que quand un enfant pose une question, il a une réponse. Il voudrait la vérifier. Bon, il ne sait pas la dire, mais en questionnant qu'est-ce que tu en penses, mais d'où ça devient cette question, tu as déjà entendu parler de ça? Il va broder, et vous allez d'ailleurs voir que sa question, ce n'est pas tout à fait celle-là. Il a déjà une idée, il veut la creuser. Enfin, vous pouvez l'aider à la creuser. Je n'ai pas bien d'exemple là. Vous allez peut-être en trouver, mais sur des questions d'enfants, vous pouvez si vous pensez à quelque chose, vous pouvez m'interrompre, hein. Ça m'a fait rire quand j'ai lu des papiers sur... on faisait parler les enfants sur l'écologie et tout ça. Il y en a qui disaient « Ah oui, il faudrait manger plus de légumes à la cantine. » Je suis désolée, mais ça, j'y crois pas, hein. J'y crois pas. Là, ils ont répété des paroles de je sais pas qui, d'enseignants, de parents, mais bon, ça vient pas d'eux, ça, c'est pas vrai, hein. Donc, vous voyez, devant une parole d'enfant, il faut creuser d'où ça sort. Est-ce que ça correspond vraiment à sa pensée? Et ça, c'est dans votre position, vous vraiment... Écouter, pour moi, c'est ça. Et écouter une question, c'est pas répondre. C'est lui permettre de la développer et d'exprimer sa propre réponse.
qui peut être complètement erroné. Ça, c'est pas forcément important, hein, les erronés, mais en la disant, il va s'en rendre compte en plus. En la disant, comme je vous dis, la pensée évolue. Donc il va dire une pensée, du coup la contradiction va lui arriver, il va comprendre. Enfin bon. Et ça va cheminer et il construit son intelligence, son avis, ses opinions. Vous êtes dans une position, vous pouvez les accompagner dans cette construction. Et vraiment, c'est vraiment passionnant, passionnant, passionnant. Toutes les valeurs, alors au niveau des valeurs que vous souhaitez leur faire découvrir aux enfants, bah c'est pareil, ça sera plus solide si vous les lui faites vivre ou si vous lui demandez son avis. Il fait quelque chose que vous appelez mal. Aux âges des vôtres, ils peuvent très bien sentir que ce qu'ils font aux autres, ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Avant 6 ans, on ne peut pas. À partir de 6 ans, ils peuvent se projeter. Donc ce qu'il fait à l'autre, on lui dit « t'aimerais qu'on te fasse ça ?» Il le comprend. Avant 6 ans, il ne le comprend pas. À l'âge des vôtres, c'est ce qui va l'aider à discerner le bien du mal. Parce que ça fait partie de vos valeurs, de ne pas mentir, des valeurs que vous voulez un petit peu leur apporter. Hein. Le respect de l'autre, l'écoute de l'autre, pas mentir, pas taper. Enfin, bon, ça, quand je dis il faut les écouter, et vous avez dans l'idée de leur apporter ce genre de valeurs. Mais ils vont les trouver tout seuls, hein, en parlant. Vous me suivez là où je suis un peu vague, floue. Une question qui revient en boucle, par exemple, ça arrive. L'enfant qui pose toujours la même question. Toujours. Pourquoi les feuilles des arbres, elles tombent? Bon, vous répondez parce que c'est l'automne. Hein. Mais demain, pourquoi les feuilles des arbres, elles tombent? Ben, je t'ai dit, c'est l'automne, après il y aura l'hiver, alors on brode. Et puis encore 8 jours après, mais pourquoi les feuilles, elles tombent? Bon, ben, c'est que la question, c'est pas tout à fait ça. Hein. Une question qui revient en boucle, ça c'est clair qu'elle en cache une autre. Mais il ne sait pas laquelle. Il ne sait pas laquelle. C'est pour ça que c'est intéressant de lui dire « Ah bon, et qu'est-ce que tu en penses ?» Alors, ben, j'en sais rien. Hein, pourquoi il pose cette question? Peut-être parce qu'il n'y a pas d'arbre chez lui, ou au contraire, il y en a un qui va tomber sur sa maison et il a peur, du vent. Enfin, ça cache autre chose. Donc, toujours pareil, hein, c'est mon message là aujourd'hui, c'est les aider à pousser leur parole, à aller un petit peu plus loin dans par la parole, à aller plus loin dans leur pensée. J'ai entendu que derrière cette question-là, il fallait plutôt décrypter, enfin que c'était conseillé, pour compléter les points non plus, parce que c'est 3 fois par jour, de la scinder en pourquoi. Ça peut dépendre de la question et de la réponse, donc, mais c'est intéressant, hein, le pourquoi. Mais c'est pourquoi faire presque. Oui, c'est ça. Pourquoi le ciel est bleu? Ça peut aider, lui mettre sur des pistes. Oui, lui ouvrir les fenêtres et puis après lui demander qu'est-ce que t'en penses pour lui trouver d'autres. C'est une autre façon de l'aider à poser la question autrement, pour lui trouver la bonne, parce que je vous dis, derrière, il y a quand même une autre question. Mais oui, lui formuler autrement, c'est toujours intéressant. À condition que ce ne soit pas une réponse, paf. C'est comme ça. Et si, par exemple, on connaît une réponse de l'ordre des sciences naturelles, est-ce qu'on peut commencer à lui expliquer? Moi, je ne suis pas pour. Ça, c'est le boulot de l'école. Je ne suis pas pour. Et en général, quand ils posent la question, c'est parce qu'ils ont une réponse qu'ils ont entendue en sciences naturelles ou ailleurs et qu'ils veulent... L'école, on ne va pas leur expliquer. Bah, ça dépend du sujet. Il y a des sciences nat, sciences et vie de la Terre, ils peuvent... La question peut venir de quelque chose qu'il a entendu, à l'école ou ailleurs. Oui, oui. Alors, je ne suis pas contre leur apprendre, mais en ce moment, peut-être que c'est un peu pour ça que j'attire l'attention là-dessus. En ce moment, ils sont très savants, ils posent énormément de questions et on se croit, parce qu'on a dit qu'il fallait leur expliquer tout, on se croit obligé de tout répondre à tout. Et du coup, on leur formate une réponse qui ne correspond pas forcément à sa question. C'est ça. Mais après discussion, quand vous avez bien creusé sa question, je ne vous interdis pas de répondre quand même. Mais les rendre savants, ça va. Ils sont savants, ils ont bien trop, ça c'était l'année dernière, ils ont bien trop d'infos qu'ils ne peuvent pas digérer. Hein. Alors, non, ajoutez pas. J'ai envie de dire, vous êtes plus là pour les aider à faire le tri dans ce qu'ils disent. Bon, mais une question pressante, combien de jours la Terre elle met pour faire le tour du Soleil, vous pouvez répondre. Hein. Demandez-lui d'abord ce qu'il sait et d'où elle vient la question, c'est pour ça. Sinon, votre réponse ne le satisfera pas. Les ados là-dessus,
eux, ils ont encore plus besoin de se... Enfin, ils sont à l'âge où ils veulent se forger des opinions. Donc, ils choisissent, ils ont des opinions très extrémistes. Et là encore, pour alimenter leurs idées, leurs arguments, développer leurs pensées, eh ben, il faut les laisser parler, il ne faut pas tout de suite les contrer. Pas tout de suite dire « non mais ça ne va pas, c'est n'importe quoi ». Ça, on leur dit facilement. On peut le dire, hein, attention, on peut le dire, mais bien sûr, mais il ne faut pas les arrêter. Pas les arrêter. Ah tiens, d'où ça sort tout ça? Et ça sera plus efficace qu'ils apprennent à exprimer leurs opinions, parce qu'entre pairs, avec eux, avec les autres ados qui auront des opinions contraires et aussi tranchées, là, ils vont se confronter et là, ils vont assouplir. Mais si vous opposez votre opinion, rien que pour vous contrer, il va renforcer son opinion. Et donc, il va se rigidifier encore, peut-être même dans l'erreur. Enfin. Bon, ça, les ados, c'est... Oui, ils ont des avis. Ils ont des avis. Mais laissons-les les exprimer. Laissons-les. Ils s'entraînent. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Ah, question, hein, on rentre de l'école, surtout en maternelle. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Il y a une mère qui m'a dit, mais je suis catastrophée, ça fait 8 jours qu'il mange purée saucisse. Elle est authentique, hein. Bon, la mère, elle est allée à la cantine, hein, pour voir. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez bien, le premier jour, il a répondu purée saucisse, ça devait être vrai. Le deuxième jour, il ne s'en rappelle pas, il s'en fiche, ça ne l'intéresse pas. L'enfant, il vit le temps présent, n'oubliez pas ça, il vit le temps présent, ce qu'il a mangé tout à l'heure, ça ne l'intéresse pas. Oh, purée saucisse, ça a vraiment intéressé maman. Hein. Je ressors purée saucisse, parce que je ne me rappelle pas, je ne sais pas. C'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Bon. Donc, pourquoi cette réponse, hein? Il cherche à se débarrasser d'une question qui ne l'intéresse pas. Il fait plaisir à maman. Alors là, il a 20 sur 20. Il est content. L'enfant, tout ça pour dire l'enfant vit le temps présent. Et c'est pour arriver à la relecture. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot de relecture, et pas dans ce sens-là. Dans le sens où vous relisez ce que vous avez fait avec les enfants. Mais alors oui, adulte, pas de problème. Avec l'enfant, le mot relecture, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Lui, il vit le temps présent. Alors en fin de journée, il peut dire « Oh, c'était bien aujourd'hui » ou « Oh, bon, je me suis ennuyée aujourd'hui ». Bon. C'est tout c'est déjà bien d'accueillir ça. Parce que là encore, il va exprimer quelque chose. Oh, c'était bien aujourd'hui. Et puis demain, ou dans 15 jours, il vous dira pourquoi ou ce qui lui a plu. Mais j'ai envie de dire, c'est l'esprit d'escalier aussi, hein, qu'on a tous. L'enfant, c'est encore plus ça. Sur le moment, alors si on lui pose la question, c'est encore pire. Ça ne lui parle pas. Vraiment, c'est pas... Vous savez bien d'ailleurs que les souvenirs ne viennent pas sur commande à l'enfant, il vient par association. Un jour, en se promenant, il vous parlera du château qu'ils ont visité cet été avec le grand-père. Bon, mais c'est par association que ça vient. Donc la relecture, enfin, les temps de fin de journée, on se pose, on fait le point, on se dit au revoir, tout ça bien sûr, mais je dirais que je préférerais appeler ça temps d'expression libre pour les enfants. Parce qu'en plus, si vous demandez, les réponses vont vous frustrer, hein, parce que je vous dis ça ne l'intéresse pas. Chez les ados, c'est un peu différent. Hein, je distingue bien, chez les ados, l'ado, à partir de 12 ans, l'individu, l'humain, commence à être capable d'introspection. Avant, non, attention. Hein. Ça, c'est difficile à admettre, enfin ça vient petit à petit, mais à partir de 12 ans, le jeune, il est capable de revenir sur lui, de dire « Ah, moi j'étais énervé, donc j'ai fait une bêtise ». Il est capable d'introspection, donc de reprendre un peu. Et puis en plus, les ados, ils adorent étaler leurs sentiments, leur vécu, toujours pareil dans la surenchère émotionnelle. Alors là, et moi j'étais très énervée, mais moi j'étais encore plus énervée. Ils sont vraiment dans la... Bon, ben c'est pareil, tout ça, ça s'écoute, et puis c'est tout, hein. Avec en plus, quelquefois, et ce qui peut être intéressant de leur faire remarquer, c'est quelquefois une différence entre ce qu'ils disent et leur attitude non verbale. Alors les ados sont très forts, pour être complètement contradictoires. Pour ça, vous pouvez leur faire remarquer. Bon, t'es en colère, mais bon, t'as pas trop l'air. Finalement, tu es quand même... T'as l'air content. Je la sens pas, ta colère. On peut le dire comme ça un peu. Par exemple, hein. Donc la vérité sort-elle de la bouche des enfants? Leur vérité, à eux. Voilà, c'est pas la vérité avec un grand V. La leur, c'est... Alors oui, comme ils sont dans un travail de recherche
d'expression et de pensée, évidemment qu'ils ont toujours raison dans ce qu'ils disent. Mais une fois que c'est dit, ils savent si c'est pas très juste. Encore une fois, vraiment mon message aujourd'hui, enfin, j'avais envie de parler de cette écoute dans ce sens-là. Écouter une parole, c'est permettre à l'enfant de développer sa pensée, donc ses opinions bien sûr, mais son intelligence, toute la construction de l'humain. Le langage est humain d'abord. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Donc si on rentre dans son vécu relatif, il a toujours raison. Ça, on pourrait reparler du mensonge, c'est encore autre chose, ça. Moi, je reste sur l'enfant, excuse-moi. Qu'est-ce qu'un enfant dit quand il ment? Alors, quand il ment, oui, j'ai fait un pavé. Quand il ment, il dit un désir. Non, c'est pas moi qui ai mangé le bonbon. C'est que plus je vais... Alors, avant 6 ans surtout, mais ça perdure un peu, ça s'appelle la pensée magique, ça marche chez nous. Hein. Oui, plus je vais le dire que j'ai pas mangé le bonbon, plus ça va finir par être vrai. En fait. Donc, le mieux, c'est de les croire. C'est de les croire en leur faisant sentir que... Exactement, et qu'il ne sait pas si vous y croyez ou pas, en fait, c'est ça. Pour que lui, il ait la liberté de se rendre compte que ce n'est pas sa petite sœur qui a pris le bonbon, mais que vous n'en savez rien, et comme vous ne jugerez pas, il atteindra la vérité. Mais si vous jugez, je veux la vérité, ça j'entends beaucoup. Hein. Ah non, on ne ment pas. Je veux la vérité. Je ne te gronderai pas, mais je veux la vérité. Ça, c'est bon, c'est pas utile. Hein. C'est pas utile. C'est valable à l'école, hein, attention. Là, on parle dans votre position. Vous avez, je sais pas, vous n'avez pas à leur apprendre des choses. Vous avez vraiment à les faire vivre. C'est bien plus intéressant. Franchement, c'est bien plus intéressant. Parce qu'un enfant, il veut que ça apprendre. Il est tout avide, donc c'est génial, c'est génial. J'ai répondu pour le mensonge un peu? Ça va? Parce que... Donc l'écoute, ça, je ne vous apprends rien, c'est une position intérieure, bienveillante, dans l'acceptation et la confiance. Bon, avec, je vous dis, cette idée, cette confiance qui se construit. Il se construit. Enfin, et pas que physiquement, dans sa tête, ouais. Oui, est-ce que tu peux nous dire la place de l'enfant dans le groupe? Parce que là, ça fait un peu la position de, effectivement, si, par rapport à un enfant. Mais l'enfant, là, dans ce que tu nous dis, ça veut dire que c'est nous qui nous plaçons. Moi, je pense que, par expérience, les enfants entre eux s'apprennent. Et nous, notre rôle, enfin, quand on est dans un club, Oui. je parle, puisque c'est là, c'est pour ça qu'on est là, on a un groupe. Oui. Et comment, effectivement, on valorise, comment on ne répond pas tout de suite, comment on met en valeur l'autre, ce qu'il dit, parce que c'est quand même le groupe qui est important. Les enfants se causent. Si vous êtes dans l'écoute sans juger, bon, et vous pouvez très bien dire, et aux autres, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez bien, être animateur, c'est ça, c'est donner la parole aux autres. En fait, enfin, je sais pas, mais je trouve que dans la question, il y avait la réponse. Mais c'est ça qu'il faut faire, oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est donner la parole aux autres. Et évidemment, pas répondre et pas dire lui a raison, lui il a tort. Vous pouvez dire, ben moi je pense plutôt comme lui, en fin de... Bon, quand ici il y a eu plusieurs avis ou plusieurs échanges, vous pouvez quand même donner votre position, mais c'est leur... ce qui est important dans ce que vous dites, c'est qu'un enfant dans un groupe, il veut prendre la place. Il veut prendre la place, il veut être le premier, il veut être celui qu'on voit, il veut se faire remarquer. Donc plus le groupe est grand, plus c'est infernal. C'est très très difficile dans votre position de leur faire croire ou de leur faire comprendre qu'ils sont tous à la même place et qu'ils ont la même valeur. Celui qui ne parle pas, c'est intéressant à la fin de dire qu'est-ce qu'il a bien écouté. Pour dire que vous l'avez vu, il existe. Alors c'est vrai que c'est toute votre attention. Il ne faut pas avoir trop grand groupe. J'espère que vous n'avez pas de trop grand groupe. Mais ce regard sur chaque,
C'est vrai que c'est difficile en groupe. Mais eux, ils ont le même regard entre eux. Hein. Eux, ils ont cette, comment dire, ils savent très bien que quand ils parlent, ils se développent la pensée. Eux, c'est plus inné chez eux, l'écoute. Vous ne trouvez pas? Écoute, inné, c'est comme pour les adultes, c'est pas inné. Je pense que c'est inné, mais que c'est contré par l'affectif, par le grand groupe. Je veux prendre la place. Alors ça domine sur le savoir écouter. Je pense qu'il s'éteint. Il s'éteint à cause de ce qu'on leur fait vivre, du grand groupe, des opinions, de la surinformation. Donc au stade où vous les avez, ça ne se voit plus. Ça, c'est vrai. Est-ce que ce que vous nous avez dit là, ça s'applique aussi pour les enfants en situation d'autisme? Ah! Bien sûr que oui, mais bien sûr que encore plus. Encore plus. Parce que alors lui, on ne comprend rien au fonctionnement de sa pensée. Alors, encore plus. Entre eux, ils peuvent s'aider un peu mieux. Parce qu'ils ne sont pas loin de la période pas trop structurée, les enfants, donc ils peuvent un peu mieux comprendre ce que dit l'autisme. Alors nous, on ne comprend rien. Nous. Ah oui, ça c'est difficile, ça. Mais j'ai envie de dire oui, d'autant plus, d'autant plus. On n'a rien à encore moins critiquer, encore moins donner un avis, l'aider à développer sa pensée dans toute sa confusion, oui, bien sûr. Alors au niveau comportement, ça c'est difficile. Hein. C'est compliqué. Parce qu'il faut verbaliser ce qu'il fait. Ils n'aiment pas le groupe. C'est pour ça que je comprends aussi que c'est difficile hein, en groupe. Ils sont capables d'entendre, dis donc, toi t'as parlé, et puis lui il a quelque chose à dire, t'arrives pas à le laisser parler. Enfin bon, je suis sûre que vous savez faire en fait. J'ai envie de dire, il faut que chaque enfant sente ce niveau d'écoute pour lui. Donc vous, il faut vous démultiplier, comme en famille. Hein. D'écoute, moi je pense au groupe, j'ai des ados, j'en ai 10. Voilà, à partir du moment où ils sont ensemble, ça part en live quoi. Donc ils ne s'écoutent pas forcément entre eux, ils vont parler en binôme, en trinôme, ils vont s'interpeller, il y a des mots forts qui vont passer, bref, c'est beaucoup. C'est difficile, écouter et entendre la parole des enfants. Il y a quand même, moi la difficulté, c'est toute cette friture, ce brouillage qu'il y a en permanence entre eux. On va en parler après. Écoutez, un enfant, si chacun prend son tour de rôle, s'écoute, tout va bien. Quoi. Mais la difficulté, elle réside dans tout ce qui se dit, qui se dépose là, où ils ne s'écoutent pas entre eux, mais ils s'écoutent quand même un peu. Ils s'écoutent quand même un peu, oui. Mais vous avez le mot juste, hein, ils déposent. Ils déposent là. Avec tout ce que je disais d'exagération verbale et émotionnelle, ils déposent. Ils déposent, mais peut-être que vous ignorez, non, mais vous sous-estimez l'effet que ça leur fait. Ça a été le bazar, peut-être, mais ils ont déposé. Et le soir, ils seront autres. Là, je veux insister là-dessus. Comme ils se sont exprimés, même mal, même pas en s'écoutant, vous avez écouté, vous avez nagé, vous avez fait ce que vous avez pu. N'empêche qu'il y a eu un dépôt, leur pensée va évoluer. Et il y a un soulagement certain. Vous sous-estimez pas, même quand c'est le bazar. Et c'est là où la relecture pour les responsables de oui. club, oui. entre responsables de club, elle est importante. Oui. Pourquoi? Parce que dans des situations comme ça où c'est la tornade, et c'est la tornade, hein, on est pris dans des tourbillons, des vagues, on a un peu perdu. C'est en comité de responsables, ou je ne sais pas comment vous appelez vos réunions, voilà, peu importe. C'est là où ça va pouvoir s'échanger et où nous, on va pouvoir parler et être écoutés et donc transformer ce sentiment de malaise, oui, d'insatisfaction et de frustration voilà, que vous avez. Du oui. coup, les déposer aussi, nous, c'est hyper important. Quoi. Mais en même temps, je vous dis, sous-estimez pas l'effet que ça leur a fait, que vous ne voyez pas. Est-ce qu'on peut leur dire, là, vous voyez, cette rencontre, ça a été compliqué pour moi parce que... Ou pas? Comme ça, non. Non. Mais il y a une façon de le dire. C'est compliqué parce qu'il faut pouvoir être constructif derrière. Hein. Voilà, c'est ça qui est. Alors ça a été compliqué pour moi. Ça peut être dit s'il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que ça a été compliqué pour vous aussi? Oui, moi, j'ai trouvé que c'était compliqué. Mais ils s'en fichent. Hein.
de votre point de vue. Donc vous pouvez le donner, bien sûr, mais pour le ramener, pour chercher le leur, en fait. Et c'est un mot que vous proposez, c'est compliqué, ça a été, dites donc, ça a été le bazar, là, moi j'entends plus rien. Et vous? Mais votre affectif, alors là, ça ne les intéresse pas. Sauf que vous l'aimez, un par un. Ils veulent être aimés, un par un. Ça, ils veulent bien. Mais autrement, le reste, ils s'en fichent. Oui, si, c'est vrai. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Merci. En ce moment où c'est un autre sujet complètement, mais on parle beaucoup de harcèlement et tout ça, je trouve que là, l'adulte ne fait pas son boulot, quoi. On entend un truc inadmissible, on intervient. Alors on intervient, je disais, pas dans le jugement, pas dans la répression, mais dans le, comment je disais, dans l'empathie. Bah, t'aimerais qu'on te fasse ça, t'aimerais qu'on te dise ça, t'es mal à ce point que tu lui fais du mal. Enfin, toujours pareil, en le prenant comme un comportement non verbal. Et je trouve qu'il faudrait s'occuper plus du harceleur. On s'en occupe absolument pas que du harcelé. Il faut aussi s'occuper du harceleur. Pourquoi il a besoin de faire du mal à l'autre? Ça urge de s'en occuper, hein. Donc oui, voilà, enfin, au niveau posture adulte, oui, il faut reprendre. Il faut reprendre les comportements inadmissibles, ou les mots inadmissibles aussi. Hein. Là, je suis dans... Ils peuvent parler, s'exprimer, attention, hein. Les gros mots, vous en supportez ou pas, mais mots impossibles. Les injures, c'est hors de question.